Alors bonjour à tous, donc moi je m'appelle Marion Martinelli, je suis psychologue ici à l'hôpital dans le service du professeur Lançon et spécialisée dans la prise en charge thérapeutique de pleine conscience. Donc je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on cherche à atteindre comme objectif ou en tout cas comme effet thérapeutique, et après on fera un petit exercice ensemble pour que vous puissiez toucher un peu du doigt concrètement, de façon pratique, de quoi il s'agit. Alors, donc la pleine conscience, qu'est-ce que c'est ? Vous le savez déjà, je vous apprends rien, la pleine conscience, ça vient de pratiques bouddhistes qui existent depuis plus de 2500 ans. Et c'est à la fin des années 70 que les médecins américains ont commencé à s'intéresser aux effets thérapeutiques de ces pratiques bouddhistes, et plus particulièrement le docteur Jon Kabat-Zinn, qui est le fondateur de ces thérapies qui sont devenues un peu plus tard scientifiques. Il a vraiment éprouvé le désir d'allier les méthodes scientifiques à ces pratiques orientales, et il décide donc d'adapter ces pratiques bouddhistes en leur enlevant toute connotation religieuse à son programme de soins scientifiquement contrôlable, en tout cas qui lui a permis d'être évalué du début à la fin, d'évaluer les effets à court terme, à moyen terme et à long terme. Et ça s'appelle le programme MBSR. C'est la réduction du stress basée sur la pleine conscience. Donc peu à peu, ça a fait un petit peu son chemin, les effets thérapeutiques de ces prises en charge. Et ils se sont aperçus qu'au fil des mois, au fil des années, on observait vraiment significativement une amélioration de la qualité de vie des patients qui étaient pris en charge dans sa clinique. Toujours la clinique du docteur Jon Kabat-Zinn. Il observait donc une amélioration pour les patients qui suivaient, qui souffraient d'anxiété, de phobie, de douleurs chroniques, de pathologies chroniques comme le cancer, les troubles digestifs, etc. Et c'est à partir des années 90, particulièrement 1993, que le psychiatre canadien Zindel Segal a, avec son équipe, travaillé sur un programme de prévention des rechutes anxieuses et dépressives, un programme de thérapie cognitive. C'est la MBCT. C'est pas grave, je fais comme ça. MBCT, donc c'est la thérapie cognitive basée sur la pleine conscience. Et effectivement, lui s'est aperçu concrètement que ce programme améliorait significativement les risques de rechute des patients anxieux et dépressifs. C'est ensuite vers les années 2000 que du Canada, ces pratiques thérapeutiques traversent l'Atlantique et arrivent jusqu'en Europe, plus particulièrement la Suisse, la Belgique, la France, l'Allemagne, l'Angleterre. Et c'est à partir des années 2000 que vraiment ça a eu un effet, un essor ici en Europe et qu'on a commencé à en entendre parler. Le programme MBCT, d'ailleurs, celui de Zindel Segal, c'est celui qu'on utilise ici dans le service, c'est celui-là que vous pouvez trouver en libre accès. Il reprend en fait la thérapie de la première à la dernière séance. Et c'est exactement ce programme-là qu'on utilise à la lettre dans notre service de soins en psychiatrie. À partir des années 2010, on a commencé à réfléchir à l'adaptation de ces pratiques pour un public un peu plus jeune, les enfants et les adolescents notamment. Ça va, c'est clair pour tout le monde ? Alors, qu'est-ce qu'on cherche à trouver comme effet lorsqu'on pratique la pleine conscience ? Deux choses. La première, c'est des effets à court terme. Les effets à court terme, c'est cultiver une conscience de chaque instant, essayer le plus possible ou du mieux que l'on peut de porter notre attention sur l'instant présent à travers des exercices différents, des exercices qui nous sont proposés. Ça peut être notre respiration qui va et qui vient et qui est toujours présente, sur laquelle on peut porter notre attention constamment, ou d'autres choses dans notre corps ou dans notre environnement.
Le docteur John Kabat-Zinn, lui, il donne sa définition de la pleine conscience qui est diriger son attention d'une certaine manière, à savoir délibérément, au moment voulu et sans jugement de valeur. On reviendra un peu plus tard sur cette définition et sur les vertus qui sont supposées dans cette définition. Les effets à long terme, c'est vraiment que la pleine conscience devienne une autre façon de percevoir le monde qui nous entoure, d'interagir avec lui de façon plus adaptée, ou en tout cas au minimum plus sereine, en tout cas, moins génératrice de stress. Alors, les vertus qu'on cherche à développer par la pleine conscience. Il y en a plusieurs. Alors, tout d'abord, le non-jugement. Le non-jugement, c'est très important. Ça fait partie des premières choses qu'on observe dans notre fonctionnement. La première étape de la thérapie par la pleine conscience, c'est déjà prendre conscience que notre esprit a cette tendance systématique à vouloir juger, c'est-à-dire juger ce qui se passe, l'expérience en cours, comme bonne ou mauvaise, juger la personne qui est en face de soi, ou se juger soi-même. Ce qui peut être, dans certains cas, générateur de beaucoup de stress, voire même de rumination, de pensées négatives, etc. Déjà, quand on arrive à prendre conscience de notre tendance systématique à juger, on fait déjà un pas vers la pleine conscience. Après, l'idée, c'est, lorsqu'on observe ce vagabondage de l'esprit, qui peut partir vers des jugements ou vers autre chose, de recentrer systématiquement notre attention sur soi, sur l'expérience en cours, sur ce qu'on est en train d'écouter, de regarder, de faire, sur l'action qui est en cours en tout cas. Que ça soit couper des carottes, se brosser les dents ou respirer en pleine conscience. Le principe est le même. Donc prendre conscience de ce flot de pensée, voire même de jugement, c'est la première étape. Ensuite, on développe la vertu de la patience pour deux choses, parce que pratiquer la pleine conscience, ça demande beaucoup de temps, pas que en séance, mais également de temps à la maison. Si on prend par exemple en séance, il ne faut pas oublier que les séances, elles durent quand même 2 heures pendant lesquelles les personnes sont assises sur leur chaise, ne bougent pas, on fait différents exercices, mais il faut quand même rester assis pendant 2 heures. Et pareil, on demande aussi des exercices à domicile qui demandent du temps. Si les participants ne sont pas encore suffisamment motivés ou prêts en tout cas à prendre du temps pour soi régulièrement, on peut remettre peut-être à plus tard la thérapie par la pleine conscience, parce que c'est vraiment la base, de prendre le temps pour soi. La curiosité du débutant, même lorsqu'on n'est plus débutant, de garder cet esprit curieux de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des orteils de mon pied gauche. Même ça fait 10 fois que j'observe ce qui se passe à l'intérieur des orteils de mon pied gauche, et que ça dure pendant 5 minutes. Garder cet esprit curieux, de se dire là, j'ai chaud, là j'ai froid, là il y a des fourmillements, là il y a des picotements, qu'est-ce qui se passe exactement, et de suivre ces sensations, c'est ça la curiosité du débutant, et ce qui nous permet de rester très attentif à ce qui se passe au moment présent, seconde après seconde. La confiance, alors la confiance en soi et en sa capacité à faire, et pas à bien faire, parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de pratiquer, mais confiance dans sa capacité à faire et à être dans l'instant présent. Ça rejoint un petit peu le non-jugement, ça fait partie des bénéfices aussi de la pratique. L'absence d'objectif, ça c'est quelque chose qui en général interpelle, parce qu'on se dit mais je viens bien pour quelque chose quand même, il y a un objectif pour moi de venir en thérapie de pleine conscience. Alors l'absence d'objectif, c'est une vertu très très importante concernant ces thérapies de pleine conscience, pour la simple raison que si vous venez avec un objectif, vous venez avec des attentes. Vous venez avec, à minima, l'attente de bien pratiquer, de bien faire, ou de bien profiter de la séance. Et si ce jour-là, imaginons, vous êtes tiraillé par des pensées, par un événement négatif qui vous est arrivé, un vagabondage de l'esprit qui survient et qui vous empêche d'être vraiment présent dans la séance, le fait d'avoir une attente de bien faire
ben forcément il va y avoir certainement des pensées autocritiques. J'ai pas su, j'ai raté, etc., etc. Donc ne pas avoir d'attente au départ et être simplement curieux de ce qui va se passer, ça peut aider pour n'avoir que des bénéfices à cette pratique. Est-ce que c'est clair pour vous sur l'absence d'objectif? Dites-vous que objectif égale à 99%, enfin non 99%, objectif égale auto-jugement. Parce que c'est très rare d'atteindre à la perfection l'objectif qu'on s'était fixé. Et c'est surtout pas ça qu'on veut atteindre, puisque ça serait un contresens par rapport à la pleine conscience, d'avoir un objectif. Alors c'est pas évident, hein, mais vous pourrez le relire tranquillement, toutes ces vertus. Alors je continue. L'acceptation, accepter les choses telles qu'elles sont, c'est principalement, comment dire, ne pas chercher à modifier l'environnement. Imaginons que vous ayez particulièrement des difficultés à trouver le temps de pratiquer chez vous parce que vous êtes pris dans ce flux dans ce rythme quotidien du travail, des enfants, de la maison à gérer, du repas à faire, etc., etc. Plutôt que d'être dans le jugement, de se dire mais je n'y arrive pas, je n'y arriverai jamais, c'est pas pour moi, c'est pas le moment, etc. Et ces pensées ruminatives qui peuvent nous laisser dans un immobilisme total, d'être dans l'acceptation des obstacles qui se dressent devant nous, ça fait aussi partie de cette thérapie de pleine conscience. Que des obstacles, dites-vous que même si vous devenez des moines bouddhistes, vous en aurez des obstacles dans votre vie quotidienne. Donc voilà. Dites-vous que la notion d'acceptation, c'est acceptation principalement des obstacles qui se dressent devant nous dans notre vie quotidienne. Ça peut être des petites choses comme des choses plus importantes et que ça ne doit pas vous empêcher de faire l'action. D'accord ? C'est-à-dire que si je n'ai pas le temps de pratiquer le soir en rentrant à la maison, on peut essayer de pratiquer sur le chemin du travail par exemple. On peut essayer de pratiquer dans le bus, dans la file d'attente, lorsqu'on va faire ses courses, etc., etc. Il y a d'autres façons de pratiquer. Garder cet esprit curieux dont je parlais aussi tout à l'heure, c'est la curiosité de tester à différents moments de sa vie, dans différents contextes, la pleine conscience. Et le lâcher-prise, effectivement, c'est essentiellement lâcher prise sur ses attentes, sur ses objectifs, et le fait de vouloir s'accrocher à ses attentes et à ses objectifs, ça ramène tout le cercle vicieux dont on a parlé tout à l'heure, à savoir ses pensées ruminatives, ses auto-jugements, etc. Est-ce que c'est clair pour vous, les vertus qu'on cherche à développer ? Bon, vous les avez toutes écrites, hein, de toute façon, vous pouvez les relire tranquillement chez vous. Alors, je ne sais pas si vous les voyez bien, je vais vous les lire. Mais vous les avez aussi, je crois, en dernière page. Voilà, très bien. Alors, quelques conseils et quelques suggestions pour pratiquer au quotidien. Par exemple, lorsque vous commencez votre journée, prenez votre petit déjeuner sans écran. C'est quelque chose de tout bête, mais la pleine conscience, c'est ça. C'est mon corps et mon esprit ne font qu'une seule chose à la fois. Lorsque je prends mon petit déjeuner et que je regarde la télé, mon corps est en train de manger, mais mon esprit est en train de regarder de la télé, de réfléchir, de raisonner, de juger ce qui se passe à la télé. C'est qu'en fait, je fais au moins 4 ou 5 choses en même temps. Je regarde la télé, je mange, je réfléchis, je fais mon auto-jugement, peut-être je commence à réfléchir que je vais en parler à quelqu'un après, etc. Donc je fais plein de choses en même temps. L'idée, c'est de ramener, de ne faire qu'une seule chose en même temps. Imaginons, je vous donne un autre exemple, c'est ce qu'on appelle communément le pilotage automatique. Le pilotage automatique, c'est quand vous lisez un livre, que vous arrivez en bas de la page et que vous êtes aperçu que vous n'avez absolument rien lu de ce qui est écrit sur cette page. Pourquoi ? Parce que votre corps, lui, il est en train de lire. Concrètement, l'attitude est en train de lire le livre. Mais votre esprit, lui, il est ailleurs. Il est en train de réfléchir,
de résoudre des problèmes, d'anticiper ce que vous allez devoir faire plus tard, etc., etc. Ça, c'est le pilotage automatique. Et ce pilotage automatique, il est assez malsain et à la fois très bénéfique. Il est bénéfique parce que ça nous permet de résoudre des problèmes sans même s'en rendre compte, ou d'anticiper les choses, de gagner du temps sans même s'en rendre compte, de pouvoir faire même plusieurs choses en même temps. C'est très bien, c'est très économique pour notre fonctionnement. Mais lorsque on commence à partir dans des ruminations, des auto-jugements, et que ça peut aller jusqu'à des crises anxieuses ou une dépression, le processus est le même au départ. Donc c'est important de pouvoir en prendre conscience dès le début. Sur des activités très simples, comme je prends mon petit déjeuner, je ne fais que prendre mon petit déjeuner. Et chaque fois que je pense à autre chose, que je vois que mon esprit vagabonde vers autre chose, et je ramène mon attention sur ce que je suis en train de manger, sur l'odeur, sur le goût, sur la couleur de ce que je suis en train de manger, sur les sensations que ça va provoquer dans ma bouche, le fait d'avaler ce que je suis en train de manger, à quel moment j'ai faim, à quel moment je n'ai plus faim, etc. Il y a un milliard de choses à observer quand on est en train de manger. Et si on le fait avec un écran en face, on ne le fait pas bien, ça c'est certain. D'accord ? Donc vous avez plein de conseils et de suggestions pour pratiquer sur cette petite feuille. Je vous laisserai les lire tranquillement. Vous en avez aussi pour pratiquer sur le chemin du travail. Profitez des feux rouges lorsque vous êtes en train de conduire. Profitez des files d'attente lorsque vous êtes obligé d'attendre quelque part pour respirer, pour suivre le fil de votre respiration. Ce sont des toutes petites choses, mais tout ça mis bout à bout peut vous aider à rester à plusieurs moments de la journée dans le moment présent, donc un peu plus éloigné de vos ruminations quotidiennes, de vos pensées quotidiennes, et de prendre l'habitude de centrer un petit peu l'attention sur vous-même. C'est très bénéfique vraiment sur la qualité de vie en général. Vous avez également des suggestions pour pratiquer au travail également, etc. Vous m'arrêtez si vous avez des questions. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, ici dans le service du professeur Lançon, on pratique la pleine conscience thérapeutique. Donc avec ce livre-là, pour traiter l'anxiété et la dépression, et plus particulièrement pour diminuer les risques de rechute. Ça veut dire que c'est une thérapie préventive et non une thérapie curative. Alors, quelques mots quand même sur la dépression et l'anxiété. Il faut savoir quand même que 20% des adultes deviennent déprimés à un moment ou à un autre de leur vie. Là, imaginons, là vous êtes une vingtaine. Je vous laisse calculer le nombre d'entre vous qui avaient pu connaître ou qui connaîtront plus tard ce genre de problématique. 30% des personnes souffrent d'anxiété en France, et ce depuis l'enfance ou l'adolescence. Et ce trouble anxieux est une majoration du risque de déclenchement d'une dépression plus tard. Les deux sont très très liés, sont des comorbidités. Ces pathologies-là vont entraîner des modifications biologiques dans notre cerveau, mais aussi des changements psychologiques, c'est-à-dire au niveau de notre corps, mais aussi de notre façon de réfléchir. C'est-à-dire que notre cerveau, lui, est réorganisé, et nos pensées, en tout cas, sont un petit peu colorées plus négativement lorsqu'on a connu la dépression par rapport à avant. D'où la nécessité pour certaines personnes, ce n'est pas non plus une obligation, de combiner une thérapie médicamenteuse pour traiter les mécanismes biologiques de l'anxiété ou de la dépression avec cette approche psychologique qu'est la pleine conscience. Ça peut être une autre approche que la pleine conscience. En tout cas, on a observé que l'association des deux donnait de très bons résultats. Dans certains cas, ils peuvent même permettre une diminution du traitement d'appoint, même si on garde le traitement de fond. Par exemple, imaginons pour un syndrome anxio-dépressif, la personne garde son traitement de fond antidépresseur intact. Par contre, les anxiolytiques que la personne peut prendre à la demande sont très souvent diminués. C'est-à-dire qu'elle en a de moins en moins besoin parce qu'elle arrive à prévenir un peu mieux les crises anxieuses. Alors, donc vous avez compris, prévenir les rechutes, c'est l'objectif principal de ces thérapies.
donc quelle que soit la première cause de la dépression ou de l'anxiété, l'expérience de la maladie elle-même a un certain nombre d'effets consécutifs. Une fragilité psychologique, une hypersensibilité au stress, et donc une probabilité accrue de retomber malade. Mais voilà, donc la consommation d'antidépresseurs ou d'anxiolytiques n'est pas contre-indiquée évidemment pour commencer une thérapie, mais ce n'est pas non plus une obligation pour être pris en charge dans notre service. Par contre, il y a une contre-indication très très importante à noter, et parmi vous, il y en a certains qui voudraient se lancer dans ce type de thérapie. Soyez-en conscients, les futurs participants ne doivent surtout pas être dans une période de crise quand ils commencent ce genre de thérapie. C'est-à-dire qu'imaginons, vous souhaitez participer à ce groupe, on vous appelle 6 mois après, votre état s'est nettement dégradé, ne partez pas dans ce genre de thérapie, parce que toutes les études, et y compris celles qu'on a menées dans le service du professeur Lançon, ont montré que ça provoquait une aggravation des troubles. Parce qu'effectivement, lorsqu'on vous dit soyez bien conscient de vos pensées, soyez bien conscient de vos sensations corporelles, et que ça va très mal, en général, ça ne peut aller que plus mal. Voilà, en tout cas, c'est ce qu'ont observé, c'est ce qu'ont démontré les études expérimentales qui ont été menées dans notre service et en dehors de notre service. Donc soyez vigilants par rapport à ça. C'est important aussi d'être quand même dans une période de bien-être, parce qu'il y a une importance très grande donnée au travail à domicile. Il faut savoir que la réussite de la thérapie dépend entièrement de la volonté des participants à pratiquer, pas que en séance, mais aussi à domicile. Et le travail à domicile, c'est 1 heure par jour, 6 jours par semaine, pendant 8 semaines. C'est beaucoup, mais c'est peu finalement quand on pense que c'est le temps que vous accordez à vous-même. 1 heure par jour, je trouve que c'est assez peu. Alors on a tout à fait conscience qu'il est très difficile de trouver ce temps. Les enseignants de la pleine conscience savent que c'est compliqué pour tout le monde, c'est y compris compliqué pour les enseignants eux-mêmes qui pratiquent. Mais vraiment, l'engagement qu'on vous demande dans ce genre de thérapie, c'est ça. Et c'est ça aussi qui fait une partie intégrante de la réussite de ce genre de thérapie. Alors, excusez-moi. Oui. C'est 1 heure par jour d'affilée ou petit bout par petit bout? Ça peut être petit bout par petit bout. Ça peut être 30 minutes et 30 minutes. Ça peut être plusieurs fois 5 minutes. Voilà. L'idée, c'est de tester tous les exercices qu'on peut proposer, de voir ce qui fonctionne pour vous, en tout cas ce qui vous plaît de pratiquer. Si ce qui vous plaît de pratiquer, c'est la respiration, très bien, vous faites la respiration, vous pouvez la faire pendant 1 heure d'affilée si vous voulez. Si ce qui vous plaît de pratiquer, c'est écouter les sons en pleine conscience, prenez 10 minutes le soir pour écouter à votre fenêtre. Il faut vraiment pouvoir adapter. C'est pour ça qu'il n'y a pas de règles dans ce genre de thérapie, parce que chacun fait avec sa propre motivation le temps qu'il arrive à dégager pour cette thérapie et les exercices qui lui plaisent de faire à domicile. Mais oui, effectivement, ça peut être plusieurs fois 10 minutes, voilà. Alors, les séances, elles s'organisent de cette façon. La première séance, c'est prendre conscience du pilotage automatique, ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à la lecture d'un livre. Ensuite, apprendre à gérer les obstacles, parce que vous allez voir que dès la première séance, il y a d'immenses obstacles qui vont se présenter à vous. J'ai pas trouvé de temps, j'arrive pas à me motiver, etc., etc. Les exercices ne me plaisent pas. Donc il faut apprendre à gérer ces obstacles, à être dans l'acceptation et la recherche en tout cas de solutions concrètes. Je vais essayer de pratiquer à d'autres moments, j'essaye de pratiquer avec d'autres trames audio, des voix de femmes, des voix d'hommes, etc. Ensuite, conscience de votre respiration, apprendre à rester présent, là on touche à la notion de patience. Vous voyez qu'en fait, quasiment chaque séance reprend une des vertus qu'on a développées, dont je vous ai donné le fascicule. Les pensées ne sont pas des faits, ça c'est une séance qui marque en général
plus les participants, ceux qui sont dans cette pièce, je les vois acquiescer, mais vraiment, les pensées ne sont pas des faits. C'est une séance importante où on apprend que les pensées qui viennent à notre esprit sont des interprétations qu'on a de l'environnement qui est autour de nous, les personnes, les choses qui se passent, les événements qui ont lieu. Et ce ne sont que des interprétations en fonction de notre humeur, en fonction de notre passé, de notre histoire personnelle. Et le vrai titre, en fait, c'est « Les pensées ne sont pas des faits, même celles qui prétendent le contraire ». Donc c'est vraiment prendre une distance entre notre pensée et l'émotion, le comportement, des fois inadapté, qu'elles vont générer, ces pensées, ces interprétations. Donc voilà, c'est vraiment prendre conscience que nos pensées ne sont pas des vérités générales, ce sont simplement des interprétations de notre réalité. Prendre soin de soi, utiliser ce qui a été appris pour la suite et une séance de rappel 2 mois après la fin du groupe. L'objectif principal, on va dire si je peux utiliser le mot objectif, c'est de casser le lien systématique qui existe entre la pensée qui survient et l'émotion qui y est associée. Une fois qu'on a réussi à faire ça sur des petites choses de la vie quotidienne, sur des petites frustrations de la vie quotidienne, on est déjà en bonne voie pour arriver à prévenir les situations plus importantes, plus génératrices de stress qui peuvent faire diminuer notre humeur ou nous faire carrément plonger dans la déprime ou dans l'anxiété. Ça va ? On va faire un petit exercice pratique. Il faut que je surveille pas trop l'heure, hein, mais ça va, j'ai le temps. Florence, j'ai le temps ? Oui. Alors, on va faire un petit exercice pratique. Vous pouvez prendre soit des raisins secs, soit des chocolats, en fonction de ce qui vous plaît le plus. Si vous prenez des chocolats, ne trichez pas, vous n'en prenez qu'un. Si vous prenez des raisins secs... après, hein. Pardon ? Je les ai nommés, c'est ça ? Oui. Eh oui, je les ai nommés, mais bon. Ouais. Si vous prenez des objets, des petits objets ou des gros objets, si vous prenez des petits objets, vous pouvez en prendre 3. Parce qu'il va falloir... ça va vous aider, vous comprendrez un peu plus tard. Si vous prenez les gros objets, vous en prenez qu'un. Ok, alors on va commencer l'exercice avec cet objet que vous avez dans la main. Donc je vais vous demander de commencer simplement en mettant bien l'objet devant vous comme moi. Sauf que je ne l'ai pas, mais... mais voilà, vous le commencez juste à le regarder. Simplement, vous le regardez. Je ne vous demande pas forcément de le bouger, vous le laissez dans la position dans laquelle il est, mais vous le regardez. N'oubliez pas qu'une des vertus principales qu'on cherche à développer, c'est la patience. N'essayez pas de brûler les étapes. Suivez juste la consigne que je vous donne. Et là, vous le regardez. Observez les couleurs. Les différences de couleurs. Les plis, les replis, les circonvolutions. Observez la forme générale de l'objet. Et pendant que vous n'êtes occupé à rien d'autre que de regarder cet objet, vous pouvez commencer peut-être à vous rendre compte de ce vagabondage de l'esprit dont on parlait tout à l'heure. Cette tendance systématique à donner du sens, à juger, à donner un nom à cet objet, à juger l'expérience comme agréable ou désagréable. Et chaque fois que vous le noterez, vous recentrez votre attention sur l'objet. Sa forme, ses couleurs,
les différences de luminosité. Imaginez que vous êtes un martien, que vous arrivez sur la planète Terre et qu'on vous met cet objet dans les mains. C'est la première fois que vous le regardez. Et observez-le comme si vous n'aviez jamais rien vu de tel auparavant. Vous ne connaissez pas son nom, son goût, son odeur. Simplement, vous l'observez. Puis vous pouvez commencer à le tourner et le retourner, le regarder sous toutes ses coutures. Peut-être observez-vous des différences de lumière, des différences de couleurs. Et chaque fois que vous notez que votre esprit est attiré par autre chose que cet objet, des pensées par exemple, des images qui vous surviennent, l'envie de regarder ailleurs, notez-le, soyez bienveillant, ça ne veut pas dire que vous pratiquez mal. C'est tout à fait normal de vagabonder. L'important c'est de s'en rendre compte et l'important c'est de pouvoir ramener son attention à ce qu'on est en train de faire. Je vais vous demander maintenant de porter cet objet à votre oreille et d'écouter le son qu'il peut avoir lorsqu'on le triture, lorsqu'on le touche, lorsqu'on le bouge, de bien différencier votre son des sons qui sont autour de vous. D'écouter ce qui se passe. Et lorsque vous vous sentirez prêt, vous pourrez également porter cet objet à votre nez et le sentir. Vous pouvez maintenant faire plusieurs choses avec cet objet. Vous pouvez le regarder, l'écouter et le sentir. Je vous laisse encore quelques instants pour observer cet objet sur ces 3 modalités. Visuelle, auditive et olfactive. Peut-être remarquez-vous que lorsqu'on utilise plusieurs modalités sensorielles, notre esprit a moins tendance à vagabonder que lorsqu'on n'utilise qu'une seule. En tout cas, chaque fois que vous notez que votre attention s'en va ailleurs, loin de cet objet, vous la recentrez sur celui-ci et vous continuez à l'observer sous toutes ses coutures.
Pour ceux qui ont opté pour l'objet blanc et orange, vous pouvez l'enlever de son emballage et le mettre de côté. On continue l'exercice simplement avec l'objet nu. Et vous le gardez dans la paume de votre main. Alors, écoutez bien la consigne pour la prochaine étape. Donc, pour ceux qui ont cet objet-là, marron, je ne le nomme pas parce que l'idée, c'est pas forcément de le nommer, c'est pas de lui donner du sens, c'est de l'observer pour ce qu'il est. Pour ceux qui ont cet objet-là dans les mains, vous allez, quand je vous le dirai, le mettre à votre bouche et ne croquer que la moitié de l'objet. L'autre moitié restera dans votre main, vous le mettrez dans votre bouche un peu plus tard. Pour ceux qui ont les 3 petits objets dans la main, vous pouvez le mettre en entier et vous réitérez l'expérience autant de fois que vous avez pris de petits objets dans votre main. Ça va, c'est clair? Alors, je vais vous demander maintenant de porter l'objet à votre bouche, soit d'en croquer que la moitié, soit de le mettre en entier si vous avez opté pour les petits objets. Et là, vous ne croquez pas dedans, simplement vous le gardez dans la bouche et vous observez la façon dont il vient naturellement se placer à l'intérieur de notre bouche. À quel endroit exactement? Notez l'envie peut-être de croquer dedans. Notez la salivation qui va avec, qui commence à être de plus en plus importante peut-être. Notez son goût, sa texture. Commencez à le tourner et le retourner en essayant de résister quand même à l'envie de croquer dedans. Observez peut-être les différences de texture. Et lorsque vous vous sentirez prêt seulement, c'est-à-dire délibérément et au moment voulu, vous pourrez croquer dedans, lentement, le plus lentement possible, et observer les différences de texture que cela provoque, les différentes formes que l'objet peut prendre lorsqu'on le malaxe avec nos dents, la façon dont il vient naturellement se placer d'un côté, de l'autre, de notre bouche. Restez bien concentré sur ce qui se passe à l'intérieur de votre bouche. Et avant d'avaler cet objet, notez l'intention de l'avaler. Et faites-le en pleine conscience. N'oubliez pas que le vagabondage de l'esprit, comme je vous l'ai déjà dit, peut survenir peut-être même à de très nombreuses reprises au cours de l'exercice. C'est tout à fait normal et en aucun cas ça veut dire que vous pratiquez mal. C'est pas le vagabondage qui est problématique, c'est ne pas se rendre compte du vagabondage qui est problématique. Si vous vous en rendez compte et que vous arrivez à revenir à l'expérience, à cet objet qui est dans votre bouche, dans votre main, vous pratiquez parfaitement. Même si cela survient à de très nombreuses reprises. Je vous invite à continuer l'expérience toujours aussi lentement. Prenez le temps de décrire de façon chirurgicale la texture, l'odeur, le goût de cet objet. Vous pouvez continuer sur les autres objets que vous avez dans la main.
Je vous laisse encore quelques instants pour terminer. Prenez le temps. Alors cet exercice, qui s'appelle tout simplement manger en pleine conscience, il est particulièrement intéressant parce qu'il est très complet. Donc il permet de toucher un peu du doigt forcément ce vagabondage de l'esprit. Peut-être que certains l'ont particulièrement beaucoup expérimenté et d'autres pas du tout. Il permet aussi, sur un petit exercice simple, d'observer en pleine conscience un objet de façon chirurgicale sur différentes modalités, le goût, le son, l'odorat, le toucher et la vue. On les a tous. Donc moi je vous invite à continuer ce genre de petites expériences, mais pas forcément sur manger en pleine conscience. Ça peut être sur plein d'autres choses, comme je disais tout à l'heure, se brosser les dents, monter les escaliers, descendre les escaliers, faire ce que vous faites en tout cas en étant pleinement concentré sur ce que vous faites. Est-ce que certains d'entre vous voudraient intervenir sur son expérience là, de cet exercice ? Est-ce que ça a été facile, difficile ? Est-ce que vous avez beaucoup vagabondé ou très peu ? Est-ce que faire des mots croisés, par exemple, ce ne serait pas un exercice équivalent ? Alors, je pense que n'importe quelle chose que vous pouvez faire serait un exercice équivalent, vraiment. Faire des mots croisés y compris. C'est vrai que faire des mots croisés, ça oblige à une certaine réflexion. C'est difficile de penser à autre chose pendant qu'on fait des mots croisés. Ou sinon, on s'en rend compte tout de suite qu'on a bugué sur l'exercice. Donc, effectivement, ça peut être une bonne chose. Après, l'exercice des mots croisés, c'est un petit peu vicieux dans le sens où, vu qu'on est obligé sur cet exercice de faire une seule et même chose, on ne va pas forcément observer le vagabondage de l'esprit comme on peut l'observer à d'autres moments, lorsque l'on coupe ses carottes, lorsque on est sous la douche, lorsque on pratique la respiration allongée sur son lit, où là on va le voir, ce vagabondage de l'esprit. Donc oui, effectivement, c'est de la pleine conscience, faire des mots croisés, mais on ne touche pas du doigt vraiment certaines des vertus de la pleine conscience. Vous voyez ce que je veux dire ? Les autres, est-ce que ça a été difficile ou facile cet exercice de manger en pleine conscience ? À un moment donné, c'est les jambes qui ont envie de bouger. Oui. Un petit peu sans repos et empêche. Vous n'avez pas été la seule à gigoter sur votre chaise, j'en ai vu plusieurs. Effectivement, la notion de patience, de prendre le temps de se poser et de faire quelque chose en étant centré sur soi, sur son corps, même si ce sont des choses essentielles qu'on devrait tous apprendre à faire depuis notre plus petite enfance. C'est pas évident de prendre ce temps pour soi. On a envie de faire 1000 choses en même temps, peut-être l'impression de perdre un peu son temps, que ça va trop lentement, qu'on pourrait aller beaucoup plus vite, gagner du temps. Et ça fait partie des facteurs de stress de notre vie quotidienne. Aller vite, gagner du temps, être rentable coûte que coûte. Et effectivement, ça peut se traduire parce que vous décrivez ces impatiences, cette envie de bouger, voilà. Et c'est par la pratique que vous arriverez à être plus en accord avec ce qui se passe, vos sensations physiques, vos intentions de prendre ce temps pour vous, sans que votre corps commence à bouger dans tous les sens. Voilà, vraiment, il faut pratiquer. Mais en tout cas, souvent, c'est ce qu'on entend lors de la première séance.
c'était trop lent, quoi. C'était trop lent. Ça allait pas assez vite. D'autres remarques? Moi, je me dis, en fait, il faut essayer de faire qu'une chose de temps en temps. Parce que moi, j'ai tendance à faire beaucoup de choses à la fois pour gagner du temps, effectivement. Oui. Parce qu'il me semble que j'ai pas le temps. Oui. Donc, il faudrait essayer de faire toujours qu'une chose à la fois, en fait. En pensant qu'à cette chose, c'est ça? C'est bien de temps en temps dans sa journée d'arriver à se mettre des points de repère où là c'est un temps qu'on prend pour soi et que pour soi. Effectivement, ça fait partie des façons d'aller mieux, en tout cas d'améliorer son bien-être. Il y a quelque chose qui nous plaît quand même. Bien sûr, il faut faire des choses qui nous plaisent. Oui, oui. Mais éplucher vos carottes, par exemple, une chose toute bête. Moi, quand j'épluche mes carottes, c'est quand même un objet qui est assez dur. Je m'apercevais que je crispais mes dents. C'est-à-dire que je serrais mes dents, ce qui est très mauvais en fait pour la dentition de serrer les dents. Mais si on s'en aperçoit pas, on se bousille les dents au quotidien et en fait ça peut amener des conséquences qui sont quand même gênantes, peut-être pas dramatiques, mais gênantes quand même. Et l'exemple des carottes, c'est un exemple, pour moi, c'est un exemple très marquant, par exemple. Je prends conscience que là, il faut que j'arrive à relâcher mes muscles au niveau du visage et être bien concentrée sur ce que je fais quand même, au niveau du découpage de carottes. Mais c'est valable pour n'importe quel autre... Là, c'est un exemple parce qu'on parlait des carottes, mais on pourrait parler d'un million d'autres exemples. Vous voyez, être en pleine conscience quand on coupe ses carottes, ça peut être aussi bénéfique. Même si a priori on n'en prend pas un plaisir fou. Oui. Après, on ne peut pas être en pleine conscience tout le temps, c'est pas possible. Comme je disais tout à l'heure, on n'est pas des moines bouddhistes, c'est pas possible d'être à 100% dans notre journée en pleine conscience. Parce qu'il faut résoudre des problèmes, parce qu'il faut s'adapter à des situations nouvelles, parce qu'on a des contraintes horaires, il faut aller vite, etc., etc. Néanmoins, prendre ce temps pour vous, c'est la base, vraiment. Si vous décidez que... Alors, si vous décidez que le moment de la douche est un temps pour vous, sans vider le ballon d'eau chaude en le faisant hyper lentement quand on a fait là, juste en gardant votre rythme normal de votre douche, c'est-à-dire je me lave les cheveux, je me lave le corps, etc. Mais de le faire en étant pleinement conscient de l'ordre dans lequel vous faites, des sensations que ça provoque sur votre corps, sur votre cuir chevelu, sur vos bras, sur vos jambes, la température de l'eau, etc. Il y a des milliards de choses à observer quand on prend sa douche. Si c'est plus plaisant pour vous la douche ou une autre activité, faites-le, mais faites-le vraiment en étant pleinement dedans. Et si un jour vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Vous ne pourrez jamais y arriver tout le temps de toute façon, c'est pas possible. Une autre question? Une question, c'est une constatation. Au deuxième objet, lorsque je l'ai mis dans la bouche, tout d'un coup, je me suis rendu compte que non seulement je mâchais, j'avais des sensations de sucré, de salivation, mais que j'entendais le bruit que je n'avais pas entendu au premier objet. Donc en fait, la patience, elle est là aussi. C'est-à-dire qu'elle nous permet d'aller au-delà de la première impression de l'écoute. Oui, au départ, cet exercice, je le faisais en une seule fois, en une seule prise, mastication. Et en fait, de le faire en 2 fois, effectivement, vous avez raison, ça donne, je ne sais pas si j'imagine que vous n'êtes pas la seule dans ce cas, ça donne une perception différente à la deuxième partie de l'exercice, qui est intéressante parce que, effectivement, la première partie, on va peut-être être happé par certaines choses, on aura un peu plus l'esprit libre la deuxième fois, rien que parce qu'on l'aura déjà expérimenté, et une ouverture un peu plus curieuse à d'autres sensations, qui étaient en plus présentes au départ, mais dont on n'a pas fait attention. Tout à fait. D'où l'importance de la répétition dans la pratique de la pleine conscience. Même si c'est sur une même activité, la répéter peut donner des constatations différentes. Merci pour votre remarque en tout cas. Autre chose ? Alors, pour ceux qui souhaitent aller un petit peu plus loin
Alors là, je l'ai peut-être pas ici, non, je pense que... Pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin dans la pratique, deux choses. Alors, il y a ce que vous disiez Florence tout à l'heure, le congrès de médecine, mindfulness Marseille Compassion, le M3C, qui aura lieu le 3 et 4 juin, ici à l'hôpital de la Conception et à la faculté de la Timone. Ça se passe sur une journée et demie. Le vendredi après-midi, c'est une après-midi de pratique. Il y a 5 ateliers au choix, sur lesquels vous pouvez vous inscrire. Par contre, vous ne pouvez vous inscrire qu'à un seul atelier, qui durera toute l'après-midi. Parmi eux, vous avez un atelier d'initiation. Il faut savoir que les ateliers durent à peu près 4 heures. Donc avec une pause au milieu, bien évidemment, mais en 4 heures, vous avez vraiment le temps de toucher à peu près à tout ce qu'on peut faire comme type d'exercice, en tout cas le plus important. Et après, effectivement, de débriefer avec les animateurs, d'en parler soit pendant les pauses, soit pendant les séances. Donc il y a 5 thèmes d'ateliers. Il y a l'initiation à la pratique, pour ceux qui ne connaissent pas du tout et qui voudraient voir qu'est-ce que c'est la pratique de la pleine conscience. Un atelier pour prévenir du stress professionnel et du burn-out. Un atelier pour faire face aux addictions, qu'on soit en phase de sevrage ou pas du tout. Un atelier sur le trouble anxio-dépressif. Et le dernier sur les douleurs chroniques. Après la journée du samedi, en gros de 8h à 18h, c'est une journée de congrès avec différents intervenants qui vont venir. Le matin, ce sont des interventions plutôt larges sur qu'est-ce que c'est la pleine conscience, à qui ça peut convenir, pas convenir, etc. Et l'après-midi, vous avez plusieurs thèmes. Une personne qui va présenter toutes les pathologies psychiatriques, les enjeux de la pratique et les contre-indications. Une intervention sur les addictions, une intervention sur les enjeux et les bienfaits de la pratique chez l'enfant. Oui. L'après libre ou c'est payant? C'est payant. Donc vous avez les tarifs. Alors du coup je vais vous le... C'est pour l'association Solidarité Réhabilitation, parce que tous les bénéfices sont au profit de cette association et permet donc de la faire vivre. Malgré tout, je vous assure que les tarifs sont bien plus bas que ce qu'on a l'habitude de trouver lorsqu'on veut faire une demi-journée de pratique ou une journée de congrès sur le thème de la pleine conscience. Mais ça, c'est aussi parce qu'on passe par une association, ce désir de ne pas pratiquer des tarifs trop élevés. Si vous avez la chance de pouvoir vous le faire financer par la formation continue, n'hésitez pas. Je ne sais pas combien de temps à l'avance il faut faire la demande, mais dépêchez-vous parce que c'est quand même que dans 1 mois et demi. Et certains employeurs demandent 2 mois d'avance. Enfin, demandent à être prévenus 2 mois à l'avance. Donc, pour ceux qui veulent s'initier sur des petits exercices pratiques, vous pouvez venir ici à la Conception. Là, pour le coup, ce sont des permanences qui sont courtes, mais ouvertes à tous et gratuites. Les lundis et jeudis de 12h15 à 12h45, ici, dans les locaux de la Conception. Et vous pouvez, voilà, ça dure que 30 minutes, mais on essaye de varier d'une séance à l'autre, de ne pas faire toujours les mêmes exercices. Pas besoin de prévenir de votre venue, pas non plus besoin de prévenir de votre absence. Vous venez, vous installez, vous pratiquez et à la fin des 30 minutes, vous repartez. Il n'y a pas de débriefing, c'est vraiment pour s'initier, pour voir est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas. Si ça me plaît, que j'ai envie d'aller plus loin, vous en parlez à l'animateur qui est présent. Moi, je vous conseille toujours de faire au moins 4-5 fois, voire plus, les permanences si vous voulez vraiment passer à une session complète en 8 séances, celle que je vous ai présentée tout à l'heure, parce que ça vous permettra vraiment de voir, de toucher du doigt plusieurs exercices et de voir si ça vous correspond vraiment. Donc ici, le lundi et jeudi de 12h15 à 12h45.